On va prendre notre dernier dossier du jour. Il s'agit de la 9e conférence des gouverneurs. Cette conférence des gouverneurs a accouché de 76 recommandations exactement, comme à la 8e session. Si les gouverneurs sont revenus sur des recommandations ayant trait à la gestion, entendez des besoins financiers, matériels et humains, le président de la conférence des gouverneurs lui a promis de juger ses représentants par des résultats. 9 conférences des gouverneurs, des revendications similaires contre un très faible taux d'exécution des recommandations. De la première à la 8e session, le taux d'exécution des recommandations ne dépasse pas 5%. C'est ce qui ressort de l'évaluation du niveau d'exécution des recommandations lors de la 9e session de la conférence des gouverneurs. Pour ne prendre que le niveau d'exécution des recommandations de la 8e conférence, sur l'ensemble de 76 recommandations formulées, la mise en œuvre donne 2 recommandations totalement exécutées, soit à 2,6%, 44 recommandations exécutées partiellement, soit à 57,9%, et 30 recommandations qui n'ont pas connu un début d'exécution, soit 39,5%. À Mbandaka, le président de la conférence des gouverneurs, était clair quant à ses attentes. Il vous appartient ainsi donc, à vous, mesdames et messieurs les gouverneurs des provinces, de mener à bien la conduite de la destinée de nos provinces à travers le PDL 145 territoires. Vous serez jugés par le résultat. Au chef-lieu de la province écologique, le collectif des gouverneurs des provinces avait lu son mémorandum à l'attention du président de la République assorti des suggestions. La dotation de gouverneurs de province en véhicules de fonction, $1 million américains par province à l'issue de la conférence pour renforcer la sécurité dans les provinces et lutter contre le banditisme accru, la tendance pour la jeunesse délinquante à défier les forces de l'ordre et l'infiltration des ennemis de la patrie partout dans nos frontières. La dotation conséquente, régulière et équitable des crédits d'investissement. Les paiements réguliers de la rétrocession et des frais de fonctionnement. L'opérationnalisation de la Caisse nationale de péréquation. Le déclic pourrait alors venir de Kinshasa, c'est la capitale, siège des institutions où atterrit tout l'argent dont une partie est destinée à la rétrocession. Déjà qu'on ne réussissait pas à faire la retenue à la source avec les 11 provinces, nous sommes allés à 26 provinces alors que d'autres provinces ne sont dotées de rien pour pouvoir s'auto-gouverner. Donc nous dépendons à 100% du pouvoir central. Le programme de développement local de 145 territoires, autour de quoi ont tourné les assises de Mbandaka, est un programme volontariste financé par le gouvernement central ayant pour vocation de réduire les écarts entre les zones rurales et urbaines. Le PDL 145T est dans sa phase d'exécution à travers la construction de 2200 infrastructures. Pour le chef de l'État, c'est entre autres un moyen de recourir à la main-d'œuvre locale, contribuer à la réduction des écarts. Félix Tshisekedi a convié ses compatriotes à l'appropriation du PDL 145T. C'est un programme d'abord qui sera chapeauté par le gouvernement central. Ça ne passe pas par les gouverneurs directement, d'une part, et puisqu'il émarge du budget central, le budget central, cette année, a réservé pour le développement des 145 territoires à peine $6 millions pour chaque territoire. Le fractionnement des compétences réparties, celles exclusivement réservées au gouvernement central, celles réservées aux provinces, ainsi que les compétences concurrentes. 9 fois déjà que se rotent les conférences des gouverneurs, le chef de l'État et président de la conférence donne des orientations stratégiques sur la politique à mener. Les autorités provinciales formulent des recommandations, le cas de Mbandaka. Pourtant, la gouvernance dans les provinces de la RDC piétine. Comment le comprendre? Lorsqu'il y a des résolutions au niveau de conférence de gouverneurs, deuxième étape, il faut qu'il y ait des édits, les mesures d'application. Fort malheureusement, nous nous rendons compte que jusque-là, les gens n'ont pas intériorisé la fonctionnalité de l'État et cela crée une sorte de cassure en termes de perception. Un tableau qui pose la problématique de la compréhension des concepts.
Le pays est passé de 11 à 26 provinces. Pourtant, très peu de Congolais maîtrisent les noms des provinces issues de démembrement des grandes zones d'antan. La République démocratique du Congo a opté pour la décentralisation. Selon l'esprit du constitutionnaliste, elle prend en compte tous les domaines de la vie, partant de l'administration à la politique active, consacrant l'amélioration de la gouvernance. Cette constitution, qui sépare les compétences, prévoit en son article 203 le cadre d'harmonisation des décisions. C'est là que la conférence des gouverneurs trouve son fondement. Les lignes ont certes bougé depuis les 2 derniers rendez-vous. La vague de destitutions, sanctions est passée. Les institutions provinciales semblent stables. Le fonctionnement doit alors être normal et digne de ce processus qui, à pas de tortue, amènerait le pays de Lumumba vers le fédéralisme. Monsieur Noël Tchani Modianvita, les gouverneurs ont un réel défi, un challenge, mettre en commun les PDL 145 et les projets provinciaux de développement. Comment assurer ou s'assurer de la réussite de cette jonction? Moi, je pense que chaque fois que nous mettons la charrue devant le bœuf, on n'arrive pas à réaliser les objectifs sur le plan du développement. Quand je vois comment c'est PL 145, ça a été préparé, je me pose beaucoup de questions parce que je considère qu'il n'y a pas eu ce que j'appelle l'appropriation dès le départ. Il y a quelques bureaucrates à Washington, pas Washington, à Kinshasa, qui se sont mis ensemble, ils ont conçu le programme et je suis allé dans certains territoires. J'ai parlé avec les administrateurs des territoires. Ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais été consultés. Ils n'ont jamais été consultés. Il en est de même aussi de certains gouverneurs. Donc, une fois qu'on prend un plan de développement, on le conçoit au sommet et on le parachute donc en bas, les gens ne comprennent pas de quoi il s'agit et ils ne sont pas motivés même pour pouvoir donc le mettre en œuvre. Moi, j'ai des préoccupations sérieuses sur ça. Vous savez que le PL 145, en réalité, c'est une copie mal faite du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. J'ai proposé la construction de 244 villes et villages modernes, c'est-à-dire construit de la même façon à travers tout le pays. Mais ce sont des idées que vous avez mises à la disposition du gouvernement. Non, si elles sont en train d'être mises en application, il faudrait quand on est honnête, on va vers l'auteur et on lui dit qu'est-ce que vous aviez derrière cette idée-là. J'ai une façon de voir comment organiser le développement du Congo que eux n'ont pas. N'oubliez pas que moi, je suis spécialiste de développement. Beaucoup de ces gouverneurs-là, ils sont sortis donc de leur fonction en RDC, on leur dit donc de pouvoir se mettre en œuvre, de mettre en œuvre un plan de développement. Ils ne savent pas par où commencer. D'où j'ai beaucoup de préoccupations, beaucoup d'activités qui sont prévues dans le cadre donc de ce programme-là. Ça échappe au contrôle des gouverneurs. Il n'y a pas donc d'effet, de synergie, si je peux dire. Et quand on regarde aussi les ressources financières qui sont allouées à cela, dans le cadre du plan Marshall, j'ai prévu 1000 milliards de dollars sur 15 ans. Dans le cadre de PL 180, on donne 10 millions de dollars à chaque territoire. 10 millions de dollars, je vais vous donner à titre de comparaison. Vous voyez le bâtiment intelligent, le bâtiment du gouvernement, ça coûtait 45 millions de dollars. Ça veut dire 50 millions de dollars environ. C'est-à-dire l'argent qu'on donne à 5 territoires pour se développer. Alors qu'ici, on a utilisé cela pour construire un seul bâtiment. Ça veut dire que c'est irréaliste, les chiffres? C'est très irréaliste et c'est loin donc de la réalité. Mais au moins, on peut poser les jalons avec 10 millions de dollars dans un territoire, n'est-ce pas? On peut construire des écoles, des infrastructures routières. Bon, quand on promet des universités de standard international, vous savez, une université de standard international, c'est comme Harvard. J'ai été à Harvard. Quand vous allez dans cette université-là, Harvard a un budget de 45 milliards de dollars. Et vous promettez cela donc dans une province et vous dites qu'on va réaliser cela dans le cadre de PL 145, c'est que vous êtes à côté de la plaque. Donc, moi, je continue à exprimer une grande inquiétude quant au réalisme de ce programme-là. C'est un projet irréaliste, selon vous? C'est un projet irréaliste qui ne va donner aucun résultat. Aucun résultat. En dépit de toute cette campagne et les énergies qui sont en train d'être déployées, évidemment. Vous savez, la campagne de communication, elle doit être basée sur la réalité. Si ce n'est pas basé sur la réalité, on peut parler, mobiliser toutes les télévisions du monde, chanter comme on veut, mais à la fin de la journée... Vous êtes très dubitatif, évidemment, par rapport au projet des 145 territoires, mais qu'est-ce que vous proposez pour les développements de la RDC? De la RDC, parce que, non, de toutes les provinces, on parle évidemment de la RDC. On part de la conférence des gouverneurs. Je propose ce que j'appelle la politique des grands travaux dans le cadre du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Vous ne jurez que sur le plan Marshall. En quoi ça consiste? Comprenez d'abord ce que j'ai comme idée.
Dans ce plan-là, je me dis que nous avons 26 provinces qui ne sont pas connectées entre elles, qui sont comme des États indépendants et qui sont très en arrière sur le plan du développement, où il n'y a aucune infrastructure, ni l'eau, ni l'électricité, ni les facilités élémentaires pour fonctionner normalement. Je propose qu'on ait l'ambition de construire donc 244 villes et villages modernes, c'est-à-dire répartis sur l'ensemble du territoire national, connectés par des routes, des chemins de fer, des aéroports modernes. Et maintenant, à l'intérieur donc de chaque province, de chaque territoire, nous allons nous occuper de questions telles que les écoles ou les hôpitaux, qui auront donc un modèle à suivre pour tout le monde. C'est comme ça que les États-Unis d'Amérique sont construits. On a évidemment reproché à ce plan Marshall d'être réaliste par rapport aux ressources qui vont exécuter ces projets. Je vais vous dire comment on peut trouver des ressources. Le plan Marshall, je l'évalue à 1 000 milliards de dollars repartis sur 15 ans. Comment obtenir cela? Nous avons beaucoup de ressources naturelles. Nous avons 1100 minéraux métaux précieux différents. Nous pouvons leverage, si je peux dire, utiliser ces ressources-là pour obtenir de l'argent que nous pouvons utiliser pour mettre en œuvre. En d'autres termes, je demande 1 000 milliards de dollars, alors que les ressources naturelles de la RDC sont évaluées à combien? 38 000 milliards de dollars. Ça veut dire le 1/40e de ce que nous avons comme ressources, c'est ça dont j'ai besoin pour mettre en œuvre le plan. Mais n'importe quelle banque dans le monde pourrait être disposée à pouvoir financer cela pour permettre à la RDC de créer cette base de développement qui va commencer à générer des ressources qu'on va utiliser pour autre chose plus tard. On a aussi un problème en République démocratique du Congo, c'est évidemment cet écart qui existe entre la prise des décisions et la mise en application. Il y a eu 3% d'exécution seulement par rapport à la conférence dernière. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Ce n'est pas un sérieux problème, c'est un échec total. De qui? Mais de tout le gouvernement, de tous les gouverneurs, de ceux qui étaient impliqués donc dans l'exécution de cela. Quand vous prévoyez de mettre en œuvre autant de recommandations et que vous n'arrivez à la fin qu'à mettre en œuvre 3 à 5%, vous avez échoué. Donc, s'ils ont échoué, on doit trouver une autre formule. Et d'ailleurs, j'aurais souhaité qu'à cette conférence-là, qu'on invite des gens qui ne sont pas impliqués dans tout ce, qui ne sont pas des gouverneurs, qui sont peut-être des consultants indépendants, qui peuvent leur donner, moi où il y en a tout plein aussi à travers le monde, mais qui peuvent leur donner un avis différent. Par exemple, je suis allé tout récemment dans le Grand Bandundu et dans le Grand Kasaï, et j'ai identifié ce qu'on peut faire, les mini-plans Marshall pour le Grand Bandundu et pour le Grand Kasaï. Pour arriver à mettre cela, je propose qu'on puisse désigner ce que j'appelle un commissaire au développement du Grand Bandundu, qui va coordonner les actions au niveau du développement. Le gouverneur de ces Non, ils vont travailler parce que tout seul, ils n'arrivent pas à coordonner les activités. Institutions que nous sommes en train de créer alors que nous Il faut supprimer les institutions qui n'existent pas. Il faut désigner des gens qui ont des thèmes de référence très clairs pour faire fonctionner le pays. Ce que je propose là ferait une grande différence dans le suivi et la mise en œuvre de la vision du développement, soit que nous avons, que je propose là, soit que eux ils ont, qu'ils appellent le programme de 145 territoires. Votre dernier ouvrage, c'est Monnaie, banque et commerce extérieur, préfacé par le professeur Évariste Mabi Moulouma, ancien Premier ministre. Effectivement, c'est un livre qui vient de sortir. Nous parlons dans ce livre-là de comment organiser la politique monétaire en République démocratique du Congo, comment réorganiser l'institution de gestion de la monnaie qui est la Banque centrale, réorganiser le secteur financier qui est aujourd'hui dominé exclusivement par des banques étrangères, comment faire entrer les Congolais dans les capitaux des banques. Et en plus de cela, maintenant, une fois que nous avons mis ces institutions en place, comment les utiliser pour qu'elles puissent contribuer non seulement au financement de l'économie du développement, mais aussi comment utiliser ces institutions-là pour qu'elles puissent participer à la redistribution de la richesse nationale. Aujourd'hui, nous n'avons pas ces mécanismes-là. Mais en plus de cela aussi, nous parlons dans ce livre de comment mettre fin à la dollarisation de l'économie. Nous avons une monnaie nationale, le franc congolais, qui est dépassé par le dollar américain. C'est un processus qui avait été lancé il y a plusieurs années. Nous devons aujourd'hui organiser cette campagne-là et des actions concrètes pour arriver à mettre fin à la dollarisation pour que le franc congolais redevienne la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national. Monsieur Noël Tchani Mwadiamvita, merci d'avoir répondu à notre invitation. Simple coïncidence, on ne sait pas, mais vous êtes né aussi le 25. Joyeux Noël et bon anniversaire à vous. Merci beaucoup. Je voudrais souhaiter joyeux Noël à tous nos compatriotes. Et je voudrais vous dire que je suis très reconnaissant que vous m'ayez invité ici pour m'adresser à nos compatriotes le jour de mon anniversaire, mais surtout le jour de la naissance de Jésus-Christ. Merci, Madame, Messieurs, à très bientôt. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et YouTube. Je vous retrouve le premier jour de l'an 2023.